Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Bonjour Christophe. Dimitri, bonjour à tous. La polémique ne cesse de prendre de l'ampleur près d'une semaine après les manifestations de Sainte-Soline. Les secours sont-ils intervenus trop tard pour prendre en charge 2 militants grièvement blessés? Le Monde et Mediapart ont publié une conversation entre un opérateur du SAMU et un médecin d'une équipe d'observateurs de la Ligue des droits de l'homme. L'attitude des gendarmes est pointée du doigt. Ils auraient empêché l'intervention du SAMU. D'après le rapport des autorités, aucun manquement pourtant n'a été constaté. Au contraire, William Molinier, un médecin militaire, est bien intervenu pour prodiguer les premiers soins. Oui, et au péril de son intégrité physique, car lorsque ce médecin du service de santé des armées décide de secourir le manifestant gravement blessé, il est alors au beau milieu d'une foule hostile. Il y restera, selon le récit des gendarmes, jusqu'à l'arrivée du SAMU. Puis il est reparti à pied sous une pluie de projectiles lancés par les Black Blocs, témoigne un colonel. Autant dire que dans les rangs militaires, les accusations d'entrave au secours dont ils font l'objet ne passent pas. Les organisateurs eux-mêmes conseillent aux manifestants d'éviter la prise en charge des pompiers pour ne pas donner leur identité, s'agace un cadre de la gendarmerie. Autre sujet de crispation, la présence à Sainte-Soline de 22 observateurs de la Ligue des droits de l'homme, des avocats, des militants, des médecins censés rester dans leur rôle, celui de documenter les pratiques policières. Mais ils s'immiscent dans le dispositif, ils saturent les lignes d'appel et mettent la pression sur tout le monde alors que c'est le feu, dénonce un militaire, bien obligé pourtant de composer avec ses spectateurs encombrants. William Molinier, l'un des 2 manifestants, est toujours entre la vie et la mort. Sa famille a porté plainte. Les proches de l'autre militant, toujours dans le coma, en ont fait autant. Il est 7h02 sur Europe 1, la réforme des retraites. Alors, comme nous vous l'annoncions dès hier, la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats devrait avoir lieu mercredi prochain, le 5 avril. C'est ce que laisse entendre la numéro 2 de la CFTC. Marie-Lise Léon confirme la participation de l'intersyndicale à un détail près et non des moindres. La CGT en plein congrès est divisée, y aller ou pas. Son secrétaire général Philippe Martinez est pour, mais tout le monde n'est pas sur la même ligne au sein de la Confédération. Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT, pardonnez-nous. Emmanuel Macron lui sera à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes. Déplacement pour présenter le plan eau du gouvernement. Il est très attendu. Le chef de l'État devrait dévoiler une cinquantaine de mesures pour économiser ce bien précieux. Il sera notamment question de la réutilisation des eaux usées. La France n'en retraite qu'une infime quantité, très loin derrière ses voisins européens comme l'Italie ou l'Espagne, Noah Moussa. Oui, le taux de réutilisation des eaux usées ne dépasse pas les 1% en France, c'est 8% en Italie ou encore 14% en Espagne. Une différence expliquée par notre facilité d'accès à l'eau, explique Fabienne Trollard, chercheuse à l'Institut national de recherche pour l'environnement. La question jusqu'à présent d'accessibilité à l'eau ne se posait pas, ce qui est contraire effectivement à nos voisins comme l'Espagne ou l'Italie, où la tension sur l'accès à l'eau est beaucoup plus forte. Et donc ils ont mis en place des techniques de réutilisation des eaux usées pour l'ensemble des activités domestiques, agricoles ou industrielles. Mais si la France a tant tardé à mettre en place ce projet, c'est en partie parce que les Français n'étaient pas prêts. Guillaume Choisy, le directeur général de l'Agence de l'eau à Dourgaronne. On avait jusqu'ici près de 40% des Français qui exprimaient effectivement des réticences à ce qu'on utilise des eaux usées, notamment pour l'agriculture jusqu'à aujourd'hui. On avait aussi une réglementation qui n'était pas très allante sur le sujet, mais c'est en cours et ça va nous permettre d'avoir une évolution sur les eaux usées. Et un tel projet sur un territoire de près de 10 km², par exemple, coûterait 7 millions d'euros. Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Vous êtes peut-être encore tombé nez à nez avec des poubelles pleines à ras-bord. Vous avez éventuellement zigzagué entre 3, 4 ou 10 sacs poubelles. C'est le cas dans plusieurs villes comme à Nantes où l'usine de traitement de déchets est bloquée depuis ce matin. À Paris, le mouvement a pris fin, mais il faudra plusieurs jours pour tout enlever. De nombreux propriétaires et même des élus réclament du coup le remboursement de la taxe sur les ordures ménagères prélevée avec la taxe foncière. Est-ce possible, Thibaut Hu? La réponse est oui, mais dans certains cas seulement. Oui, si votre ville a choisi un système de redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères et que les poubelles stagnent en bas de chez vous, vous êtes en droit de réclamer une réduction. C'est le cas par exemple pour les communes du Haut-Limousin en Marche, de Belle-Île-en-Mer en Bretagne ou d'Yvetot Normandie. Les explications de l'avocat en droit public Sébastien Toinet. Si le service n'est pas rendu, eh bien l'usager est beaucoup plus en droit de réclamer un remboursement partiel ou total en fonction de est-ce que le service a été correctement ou pas rendu sur une période donnée. Par contre, dans d'autres villes comme Paris, il s'agit d'une taxe et non d'une redevance. Dans ce cas, peu importe si les poubelles sont ramassées ou non, le montant ne change pas. Seule la mairie peut choisir de faire un geste et c'est ce que demande la sénatrice Florence Garnier pour la ville de Nantes. La ville est en train de crouler sous des tas d'ordures qui atteignent parfois 2 mètres de haut. Ça ne semble que justice sociale que de pouvoir rendre aux Nantais cet argent pour un service public dont ils ne bénéficient plus. Ou alors que la maire de Nantes assume ses responsabilités, assurer le nettoiement et la salubrité de l'espace public. De l'agacement d'autant plus qu'en 2022, la taxe pour les Nantais a augmenté de 6%.
précisions Thibaut Hu. Début de l'opération Port Mort sur les côtes françaises. Elle a même commencé en avance dans la Manche. Grève de 2 jours des marins-pêcheurs pour dénoncer notamment le projet européen interdisant le chalutage de fond dans les zones protégées. La réforme des retraites alimente également leur colère. Elle prive aussi de carburant une partie du pays, conséquence du blocage d'une majorité des raffineries. Alors à ce propos, 15% des stations-service françaises sont actuellement en pénurie d'un ou plusieurs carburants, essence ou gasoil. C'est en région parisienne que la situation est la plus inquiétante ces dernières heures. Dans le Val-de-Marne, par exemple, près d'une pompe sur 2 est totalement vide. Aurélien Fleureau, comment explique-t-on ce phénomène ? Alors au départ, comme dans les autres régions impactées en Provence, Alpes-Côte d'Azur et dans les Pays de la Loire, un blocage de dépôt ou un retard d'approvisionnement lié au mouvement de grève dans les raffineries. Et puis spécifiquement pour l'Île-de-France, en fin de semaine dernière, un ravitaillement express pour les aéroports parisiens, explique Olivier Gantois, président d'UFIP Énergie et Mobilité. Ce pompage par pipeline a été retardé parce que depuis le début du mouvement social, on est en activité dégradée, notamment pour l'approvisionnement en pipeline des dépôts de la région parisienne. Et la semaine dernière, il a fallu faire un pompage en urgence sur Aéroport de Paris, ce qui a été au détriment de la livraison de sans-plomb en Île-de-France. Donc c'est l'affaire de quelques jours pour que les stocks soient reconstitués. Et comme souvent, l'augmentation des achats de précaution a accéléré la baisse des stocks en station, qui sont en ce moment approvisionnés en gazole. Ce sera bientôt le cas pour le sans-plomb. Et les prévisions des spécialistes sont optimistes, puisqu'hier, seuls 5 des 200 dépôts pétroliers français étaient encore bloqués. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. En cyclisme sur route, on n'arrête plus Christophe Laporte. Le coureur français remporte une 2e grande classique belge. Et en moins d'une semaine, s'il vous plaît, après Gand-Wevelgem dimanche dernier, il s'est adjugé à travers la Flandre. Le coureur de la Jumbo-Visma réalise donc un doublé rare, comme quoi la valeur doit parfois attendre le nombre des années. Axel May, à 30 ans, c'est peut-être lui la nouvelle star du cyclisme français. Oui, 3 jours après avoir remporté Gand-Wevelgem devant son coéquipier Wout van Aert, Christophe Laporte a gagné hier en solitaire une autre classique belge bien connue des amateurs de course cycliste à travers la Flandre. À 30 ans, le Varois, catalogué sprinter, est en train de se construire sur le tard un joli petit palmarès et sa notoriété grimpe. Je reçois beaucoup d'encouragement de plus en plus. Voilà, on voit que les personnes en Flandre sont un public de connaisseurs et ça fait plaisir. L'été dernier déjà, c'est lui qui avait sauvé l'honneur tricolore sur la grande boucle en remportant à Cahors la seule victoire d'étape française. Et fin septembre, de l'autre côté de la planète, en Australie, Christophe Laporte devenait vice-champion du monde. Depuis qu'il a quitté l'équipe nordiste Cofidis pour rejoindre la formation qui rafle tout, l'équipe hollandaise Jumbo-Visma, le grand, son surnom, il flirte avec le mètre 90, est presque en train de faire oublier Julien Alaphilippe ou Thibaut Pinot. Et surtout, avec ses 2 succès sur le cycle belge, il est passé du statut d'équipier à celui d'outsider du prestigieux Tour des Flandres dimanche. Voilà, autre palmarès, il concerne les footballeurs de Ligue 1 que publie le palmarès des salaires des footballeurs de Ligue 1 que publient nos confrères de l'équipe chaque année. Et sans surprise, Kylian Mbappé est tout en haut avec 6 millions d'euros bruts par mois hors prime. Il est aussi le sportif le mieux payé du monde. Ouais, il paye combien d'impôts là sur ces 6 millions bruts? On a envie de savoir. Enfin, combien le club peut-être paye pour lui d'impôts. Voilà. Ça marche comme ça dans le football. Exactement. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal.